Hey, ça fait longtemps. Donc là, on va juste faire un petit tour vite fait des enclos parce que je voulais vous parler surtout de prédation parce que là, on a eu vraiment pas mal de problèmes cette année. C'est la première année où on a eu autant de problèmes alors qu'en fait, j'avais l'impression qu'avant, on faisait plutôt tout à l'arrache. Là, on est de plus en plus organisé, perfectionné pour que tout fonctionne bien. Et en fait, j'ai l'impression que, comme par hasard, manque de peau, c'était l'année où on a eu le plus de soucis. Mais bon, je pense pas que c'est par rapport à nos techniques, c'est vraiment, on a eu pas de chance, quoi. Donc du coup, on va commencer par l'enclos des canards où il n'y a plus aucun canard. Donc on avait abattu les canards pour l'alimentation, quoi. Et il nous restait un mâle et 3 femelles reproducteurs qu'on était censé garder pour la repro, quoi, pour faire des petits. Sauf que un matin, en allant ouvrir, eh bien, on s'est rendu compte que y avait un renard qui était venu, qui avait dégondé en fait, si vous voulez, c'est une petite trappe avec 2 verrous sur les côtés et si on tire sur la ficelle, ça ouvre les 2 petits verrous. Et donc cette petite porte, il a réussi à la dégonder. Alors le problème, c'est que quand il y a des variations d'humidité, le bois gonfle, dégonfle, etc. Et selon s'il est gonflé ou pas gonflé, ça tient plus ou moins solidement. Et là, ça devait être un moment où ça tenait pas énormément, sûrement. Et du coup, il a tout fait sauter. Voilà. Donc, il y a le mâle et une ou 2 femelles. Une femelle qui est morte. On en a retrouvé chez la voisine là-bas. Et donc il était censé nous en rester 2, mais il y en avait une qui était portée disparue. On pensait qu'il l'avait emportée. Et au final non, elle avait réussi à s'envoler. Sauf que manque de peau, quand elle est revenue, en fait, au lieu de forcément de revenir dans son enclos, elle s'est posée ici. Et la chienne a joué avec. Donc elle était pas, elle l'avait pas tuée, hein, mais elle l'avait bien abîmée. Donc on a dû, on va dire entre guillemets, finir le travail et abréger ses souffrances. Et en fait, elle avait la peau un petit peu déchirée, quoi. Et on voyait l'intérieur du corps, quoi. Donc, c'était pas possible de juste faire un point de suture. Là, ça avait vraiment, c'était vraiment rentré dans la cage thoracique, quoi. Et la dernière canne qui restait, en fait, elle a été épargnée parce que cette canne, ça faisait vraiment longtemps qu'elle boitait un petit peu. Au départ, je me suis dit, peut-être qu'elle a un truc et tout, mais je voyais rien de spécial. Elle est restée comme ça en train de boiter bien 2 mois. Et là, du coup, elle était toute seule. Donc, je me suis dit, bon, on va pas garder juste une canne boiteuse. Donc, on s'est dit, tant pis, on va pas la garder en reproductrice, on va la manger aussi. Et en fait, je me suis rendu compte en la vidant et tout qu'en fin de compte, elle avait une patte cassée. Donc ça, par contre, je pense que c'était le mâle parce qu'on avait 2 mâles à une période et ils arrêtaient pas de leur monter dessus. Je pense que c'est comme ça que sa patte s'est cassée. Donc, toujours est-il que là, l'enclos des canards est complètement vide. Mais on va pas en reprendre tout de suite. Je pense qu'il y a peu d'intérêt d'en prendre là avant l'hiver. Donc ça va nous faire une petite pause quand même parce que les canards, fallait les rentrer tous les soirs. Hein. C'était automatique pour l'ouverture, mais par contre pour le soir, faut les guider. C'est pas comme les poules, ils rentrent pas à l'heure du coucher du soleil. Donc voilà, l'enclos des canards, il est propre. Je veux dire là, tout est prêt. On va mettre en fait une planche devant la petite ficelle de la porte pour que ce problème ne se reproduise plus et du coup normalement après il n'y aura pas de problème. Donc voilà, Abdel a passé un dernier coup de tondeuse là il y a quelques semaines pour que tout soit à égale hauteur on va dire. Les arbres ont bien poussé, j'en ai planté quelques-uns d'autres que je protégerai si on remet les canards. Bon, on va attendre le printemps pour les remettre quoi. Voilà. Donc ensuite on va aller voir les poules. Les poules là on attend encore qu'ils grandissent un tout petit peu là les derniers avant de les abattre parce qu'ils sont pas encore au poids optimal. On avait 2 lots, donc là c'est le dernier lot qui reste. Je pense que le mois prochain ça sera leur tour. Et on a eu beaucoup d'attaques de buses, mais vraiment beaucoup. Quand je vous dis beaucoup, c'est que là, d'habitude, tout le monde était en liberté, il n'y avait pas de problème. Même les poussins avec les mamans, les autres années, il n'y avait pas de problème, quoi. Et là, cette année, vous savez, on avait mis la volière là. Ils sont restés dans la volière jusqu'à l'âge adulte, quoi. Alors que d'habitude, à partir de, je sais pas, quand ils commençaient à faire 10-15 cm de haut, c'était bon, quoi. Là, il y a un truc qu'on a fait
il y a une semaine, c'est qu'en fait avant j'avais acheté ce hibou là pour leur faire peur, mais j'avais mis un peu trop loin et on ne bougeait pas. Et là maintenant, Abdel tous les matins, il déplace le hibou. Donc vous m'avez dit, enfin il y a une personne dans les commentaires qui m'a dit que normalement le hibou, ça marche la nuit, mais en journée c'est un appelant pour les buses parce qu'elles lui foncent dessus pour soi-disant l'attaquer. Ben non, en fait là depuis qu'on le fait bouger là sur le bâton, il n'y a pas eu de nouvelle attaque. Et j'ai remarqué aussi que par moment les poules elles sont toutes agglutinées sous ce hibou. Donc est-ce qu'elles ont remarqué que ça avait un effet et elles se sentent protégées, je sais pas. En tout cas, toujours est-il que là ça fait une semaine qu'on n'a pas eu d'attaque, alors que depuis le printemps on en avait vraiment ouais, je vous dis, tous les 3-4 jours quoi. Il n'y avait pas des morts tous les 3-4 jours parce que des fois on interceptait au bon moment, ou quand les chiennes sont dehors, c'est pareil, ça peut lui faire peur, etc. Mais on a eu de la perte, hein. Franchement, au moins entre 10 et 15, je pense, depuis le départ, en comptant les petits poussins du printemps là. Ah oui, et aussi je voulais rajouter pour les poules, ce que je compte faire. Vous voyez qu'en fait ici c'est très vide. On n'avait pas remis de fruitier parce qu'on avait fait quelques essais avec 2 ou 3 et on avait du mal à les protéger assez pour que les chèvres et les moutons ne les attaquent pas. Puisque en fait j'avais tendance à souvent commander sur internet les arbres, mais les sions arrivent trop petits. Et vu qu'ils sont petits, ils peuvent pas avoir un houppier en hauteur à l'abri des chèvres et des moutons quoi. Là par contre, il y a un copain du Discord à qui on avait envoyé des greffons, qui a ouvert sa pépinière. Je vous en avais parlé là quand je vous avais fait la visite du verger. Et lui par contre, il a des sions qui sont vraiment grands. Donc je vais voir, je vais faire un test au verger comment ça se passe. Si ça se passe bien, on en mettra aussi ici pour que ça fasse en fait des obstacles au piquet de la buse. Et je pense aussi qu'au printemps, on va mettre à des endroits 4 poteaux et accrocher des filets anti-oiseaux, mais assez bas du sol, genre peut-être à 1 mètre ou 1,20 m, pour qu'en fait les poules, dès qu'elles voient la buse, elles n'aient pas beaucoup de chemin à parcourir. Parce que là, en fait, vous voyez que s'il y a une poule qui est là-bas, ou même elles, là, elles doivent aller tout là-bas pour se mettre à l'abri. Donc ça fait un petit peu loin à parcourir. Donc j'aimerais qu'elles aient des petits trucs qui les abritent, quoi. Donc voilà, j'aimerais qu'elles aient en gros des spots intermédiaires pour se protéger. Parce que là, je vois pas comment faire, hein. Vous voyez bien, vous comprenez que là, il y a 3500 m² de surface dédiée aux poules et aussi en pâturage. Quand il y a trop d'herbe, on met les moutons et les chèvres. Vous comprenez bien qu'on peut pas on peut pas mettre un filet partout, quoi. Ou alors, sinon, ça veut dire cloîtrer les poules dans cette zone ici. Mais c'est pas en fait une conception qui me plaît. Parce que ça veut dire que elles vont moins gambader. Là, vous voyez que dans l'enclos des poules, il y a tout le temps de l'herbe. Quand elles étaient dans le plus petit enclos là-bas où il y avait l'enclos des canards, il n'y avait plus du tout d'herbe dans la parcelle, quoi. Ou alors elles sélectionnent vraiment trop et on n'a plus une belle herbe verte comme ça. On se retrouve avec que des orties, du plantain, des choses comme ça. Donc moi, j'ai envie vraiment qu'elles gardent cet espace ouvert. Après, effectivement, il y en a qui m'ont fait une très bonne remarque, c'est que la poule n'est pas un animal de prairie à la base. Donc si on prend par exemple, si on compare aux faisans, ce sont des volatiles de lisière de forêt. Donc c'est aussi sûrement pour ça qu'elles sont dégommées par les buses, hein. C'est que c'est pas adapté. Et donc il faut que je referme un petit peu plus le pré là pour que ça soit plus lisière, quoi. Donc peut-être planter plus de grands arbres et des petits arbres et des petits buissons et des choses comme ça. Voilà. Après les petits buissons c'est compliqué parce que toujours comme on fait rentrer les moutons et les chèvres ici, on sait très bien que les petits buissons ils vont pas survivre longtemps, quoi. Donc c'est compliqué, c'est très compliqué en fait de peser le pour et le contre. C'est très compliqué en fait de peser le pour et le contre et de réussir à faire un truc idéal et pas non plus trop compliqué, parce que là pour fermer le paysage il va falloir des années et des années pour que y ait la canopée qui se forme, etc. Donc bon, c'est beaucoup plus compliqué que dire voilà, il n'y a plus de buse et on est tranquille, quoi. Là, on a fait rentrer tout le foin, donc on est tranquille. Il nous en reste aussi dans notre grange d'origine à finir de l'année dernière. Mais bon, après, j'ai l'impression le vieux foin de l'année dernière, c'est pas ça dont il raffole, hein. Donc, on verra ce qu'on en fait. Et voilà, on a aussi acheté cette petite remorque en plus. Parce que nous, actuellement, on n'avait qu'une petite bétaillère et avant, on prenait
la remorque de mon oncle, mais lui c'est aussi une bétaillère quoi. Et celle-là elle est vachement grande et large, donc c'est beaucoup plus pratique pour transporter tout ce qu'on a à transporter. Et ça en fait on n'aurait pas pu transporter ce genre de choses. Le râtelier que vous voyez là-bas, il est quand même long, il fait 3,50 m. Donc vraiment là elle est super cette remorque. Mais là les ridelles elles s'en vont devant et derrière, donc vous pouvez mettre des planches à plat, des choses à plat, c'est vraiment pas mal. Et on l'a pas encore acheté, on attend un petit peu, mais je pense que on l'achètera au printemps parce que ça coûte 400 €. Il existe en fait, là vous pouvez rajouter dessus un grillage en fait. Enfin c'est pas vraiment un grillage, c'est si du grillage mais très épais quoi, du truc comme une grille en fer si vous voulez, et ça la transforme en fait en bétaillère quoi. Donc ça sera pratique si on veut transporter les moutons. Alors cela dit, en fait, nous, avec notre petite bétaillère, on peut transporter 2 à 3 moutons. Donc ça suffit amplement pour les besoins qu'on en a. Mais les autres années, on a emmené à la tonte nos moutons chez mon cousin. Mais en fait, je pense qu'on le fera plus parce que ça les stresse quand même le transport. Et du coup, cette année, en avril, une semaine après la tonte, on a eu une brebis qui a avorté et je pense que c'est dû à ça. Donc cette année, je pense que je ferai venir un tondeur, mais il faut que je me renseigne sur comment ça se passe parce que comme on est en petit cheptel, voilà. Et puis qu'est-ce qu'il faut prévoir pour qu'il puisse venir, parce que chez mon cousin c'est super bien organisé quoi. Lui il a 800 brebis, donc en gros quand on vient, tout le monde est là pour aider. Il a déjà tout l'électricité et tout qui arrive au bon endroit pour qu'ils installent leur matos et tout. Donc voilà, ça s'improvise pas. Donc si on veut le faire ici, il faut que je mette tout ça en règle, et sinon on les emmènera quand même une dernière fois chez mon cousin quoi. Mais comme on choisit pas la date, on peut pas se dire on attend que toutes les brebis elles aient agnelé quoi. Et puis comme nous on met le bélier tout le temps, c'est très étalé quoi. C'est pas les mises bas sont pas toutes en même temps. Voilà. Là, dans cette partie de la grange, on a commencé un petit peu à mettre toutes nos machines qui prenaient vraiment beaucoup de place dans le garage. Donc, il y a le broyeur, la motobineuse, le banc de scie. Le banc de scie, c'était à mon grand-père. J'ai envie de lui rendre, en fait, et d'en acheter un neuf. Parce qu'il me fait peur, en fait. Donc, ça veut dire qu'on est toujours obligé d'être deux pour le faire. Parce que j'ai trop peur en fait que Abdel il veuille le faire un jour tout seul et qu'il y ait un problème. Et moi j'ai une grosse flippette parce que j'ai un patient qui a eu un problème sur un banc de scie comme ça. La bûche en fait lui est revenue dans la tête et ça a été vraiment catastrophique. Tout le massif facial a été abîmé jusqu'à l'œil, etc. Les dents bien sûr pareil. Donc vraiment faites attention. Surtout les vieux trucs sont beaucoup moins sécurisés. Maintenant sur les appareils il y a tout plein de sécurité, de caches, que s'il y a un truc des caches protecteurs pour pas que la bûche elle vous revienne dedans. S'il y a un truc coincé, des fois ça s'arrête tout seul. Bref, il y a plein de choses qui sont faites dans les produits modernes qui ne le sont pas dans les vieux trucs comme ça. Donc là franchement, j'ai pas envie de le garder. Je trouve que c'est dangereux. Certes, si on s'en sert bien, normalement il n'y a pas de problème. Mais il y a aussi un jour, je vais vous le montrer. En fait, on a eu un souci aussi une fois. Donc on était avec mon père et mon grand-père en train de faire le bois. Et là, la poulie, elle a sauté parce qu'il y a un petit goupillon qui s'est pété, je ne sais où quoi. Bon, après, avec Abdel, il l'a réparé avec mon grand-père. Non, c'était la poulie là-bas. Donc cette poulie-là, elle avait sauté et franchement, c'est passé vraiment pas loin du genou de mon père et ça saute, c'est projeté très violemment parce que la courroie, elle tourne quoi, vite. Donc c'est quand même assez dangereux. Donc ça, je pense que on va pas le garder. C'est quand même une très vieille machine qui a plus de 50 ans, je pense. Et je pense que soit je vais lui rendre, soit s'il le veut vraiment pas, on va le transformer. Enfin, on va garder le moteur pour autre chose quoi. Ça peut toujours servir, mais voilà. Donc là, ça nous a fait vraiment de la place dans notre garage. On était vraiment contents de pouvoir tout mettre ici. Là, j'ai posé vite fait mes caisses d'infirmerie vu que les moutons, ils sont juste derrière. Et là, il faut qu'on commence à aménager puisque dans le garage, c'est plutôt tout ce qui est bricolage, bois, etc. Donc là, il faut qu'on refasse un deuxième petit atelier en fait avec tout ce qu'il faut pour les machines qui sont là, donc c'est-à-dire de quoi faire la vidange, de quoi réparer s'il y a un petit souci, voilà quoi. Vraiment, il y aura rien en gros pour s'occuper des planches, du bois, de la menuiserie. Et ça, je vais le garder tout proche de la maison parce que c'est le truc dont je me sers le plus souvent.
mais il faut quand même qu'on ait en double tout ce qu'on a en haut pour la gestion de ces machines, parce qu'en fait, on va pas descendre et monter à chaque fois. Si on a une panne là ou juste à côté, on va pas monter tout en haut, quoi, parce que maintenant, c'est beaucoup plus loin, quoi. Alors certes, c'est genre 200-300 mètres, c'est pas grand-chose, mais quand on est là en train de s'embêter avec ça, il nous manque une clé, voilà, faut que ce soit à côté, quoi. Donc voilà, donc du coup, il faut qu'on fasse ça, on le fera probablement cet hiver. Des planches ici, un truc d'OSB au mur, et voilà, quoi, histoire d'avoir un petit truc tranquille. Alors, nous voici au verger. Donc ça, c'est le tas de branches de tout ce qu'on a élagué et débroussaillé, hein, parce que soit on a élagué des arbres, soit on a carrément coupé des arbres qui n'avaient rien à faire là, en fait, des sureaux, des choses comme ça. Et donc tout ça, il faut qu'on le passe au broyeur. J'attends un petit peu. Idéalement, j'aimerais bien le faire cet hiver parce qu'on n'a pas fini d'élaguer, en fait. Il nous reste pas mal d'arbres à tailler au niveau des pruniers et tout, mais j'attends quand même que ce soit la bonne période, quoi, que au moins ils soient en dormance pour les tailler, parce que vraiment il y a encore beaucoup de boulot d'élagage, donc comme ça on fait tout d'un seul coup, toi. Du moment qu'on est là, voilà, une bonne fois pour toutes. Donc on a tout ça à couper. On n'a pas fini non plus, parce que là on est en train d'essayer de dégager ce pommier de l'emprise du kiwi mâle, et on a pas mal de choses à enlever. Là il y a des tas de bois, les cages à lapins, il faut que je me décide pour soit on démonte tout et on les déplace, mais ça me plaît pas du tout parce qu'elles sont pas alignées avec le mur et ça me perturbe énormément. Donc soit on démonte tout, on le remet derrière, soit quand on aura, donc vous voyez tout ça, il faut qu'on le débroussaille, donc je le fais petit à petit, mais là ça fait un petit moment que je l'ai pas fait, mais il faut que je finisse, il reste vraiment plus grand chose. Et en fait là il y a pas mal de choses effondrées, donc j'aurais bien aimé garder les deux murs qui sont sur le côté et mettre les cages à lapin contre le mur là-bas et voir ce qu'on en fait. Honnêtement je sais pas si j'ai envie de faire du lapin dedans, parce que ça, je sais pas, j'aime pas la conception de mettre un lapin dans un si petit lieu, même si je sais que voilà, qu'il y a beaucoup de gens qui font comme ça, j'ai pas envie. Donc je pense que ça sera plutôt pour mettre genre une poule qui couve ou des choses comme ça, des trucs à l'isolement. Voilà, ça peut toujours servir d'avoir des petites cages comme ça empilées sur les autres qui prennent pas de place, voilà, bien fermées, que les prédateurs puissent pas rentrer. Donc voilà, en tout cas je voudrais le déplacer pour que ça fasse plus propre. Et il y a une case qui est complètement cassée, donc peut-être faire que 2 hauteurs, une en bas, une en haut, enfin une au milieu, et enlever celle du haut, vu qu'il y a une qui est cassée, une qui est à moitié pas très bien, donc voilà. Donc il y a ça à faire, il y a tout ça à débarrasser et il y a tout ça à dégager pour que je puisse finir de remonter ce mur. J'avais commencé et je me suis arrêtée parce que bon, ça me permettait pas de faire du bon travail, c'est trop envahi, quoi. Donc faut que je vire tout ça, quoi. Faut que je vire tout ça en fait pour tirer mes cordeaux et faire ça tranquillement, avoir plus d'aisance. Il faut que les animaux ils soient pas dans le verger, sinon c'est pénible. Voilà. Alors sinon, des nouvelles de mes petits bibis qui étaient malades, ils sont sauvés, mes mimis. Oui, donc c'était bien un problème de résistance. Et depuis qu'ils ont eu l'acidectine en longue action, ils ont énormément repris de poids. Ils étaient squelettiques, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et là, vraiment, ils ont changé de poil aussi. Là, Ourson, il n'était pas du tout comme ça. Il avait un poil marron, tout sec, tout piqué, quoi. On appelle ça le poil piqué quand il est pas beau. Et là maintenant il a un poil bien brillant. Oui, sors de là, que je montre ton beau poil. Il a un poil bien brillant et ils ont vraiment repris du poids, quoi. Les cornes ont repoussé bien comme il faut. On voit en fait, je sais pas si vous allez voir. Attends, Doudou. On voit très bien la transition en fait. Attends, je vais montrer tes cornes. Voilà. Bon bref, vous voyez, on voit tout à fait la transition sur la corne. Il y a eu un à-coup en fait de croissance, et ça c'est vraiment la période où ils ont été malades, et là je suis vraiment très 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 contente de m'en être sortie, parce que je désespérais, quoi. Et donc voilà, c'est vraiment la sidexine longue action qui a permis de sauver tout ça. Et finalement on a piqué aussi tous les moutons.
Parce que il y a les premiers signes qui ont commencé à apparaître et là je me suis dit c'est bon, on va pas tenter le diable une deuxième fois. Enfin tous les jeunes moutons, puisque les adultes n'avaient pas de symptômes et ils sont bien gras, donc je pense que eux ils ont développé une immunité naturelle. Donc dans la gestion du parasitisme, en fait l'idée c'est pas zéro parasite. L'idée c'est que les moutons ou les chèvres n'aient pas de problème et de symptômes en fait et qui grandissent bien et tout. Donc après, si vous faites le pâturage tournant, etc., le but c'est que vous maintenez une population de parasites sur vos brebis et vos chèvres qui soit acceptable, quoi. Donc voilà. Ah oui, on l'a sevrée, elle, du coup, parce qu'elle fait... Normalement, vous pouvez les sevrer à partir de 13 kilos, de ce que j'ai vu. Nous, on l'a sevrée à 21 kilos. Là, elle fait 21 kilos à 2 mois et 1 semaine. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est le poids des bibis là qui ont 8 mois. Pour juste vous donner un ordre d'idée, la différence que ça peut faire entre les races. Ça, c'est une race bouchère. Elle fait aussi le même poids que les brebis, les petites brebis qui ont 5 mois. Donc ça ne pousse pas du tout pareil. Donc là, je suis contente parce que l'herbe, elle a poussé. Ce qui fait qu'on n'a pas eu en fait à les rentrer pour cause de mauvais temps ou pour problème de manque de nourriture. Et par contre, on a mis juste une petite botte de foin qui est là, mais elle est toute petite là, les petites carrés de 15 kilos. Ça fait 2 semaines qu'elle est là et ils ont quasiment, ils ont un petit peu touché puisqu'ils l'ont défaite, mais ils en ont pas mangé énormément. Je les vois de temps en temps manger un petit peu. Je l'ai mis juste en fait, pas parce qu'ils avaient faim, mais pour équilibrer si jamais il y avait des soucis, parce que l'herbe est quand même vachement verte, hein, elle a poussé comme au printemps. Donc pour apporter un petit peu de sec, j'ai dit à Abdel, on va peut-être leur mettre une botte et puis voilà. Hein. Mais ils en ont pas vraiment consommé beaucoup, quoi. Voilà. Donc le verger, je suis contente, il commence à être bien dégagé, quoi. On voit vraiment la différence nous par rapport à au début. Il reste juste au milieu là. J'attends que mon cousin il prenne quelques pruniers parce qu'il en voulait. Et puis après on déplacera ceux qu'on veut garder et ceux qu'on veut pas garder, on les enlèvera et donc ça sera beaucoup plus vide au milieu, quoi. Voilà, donc c'était les nouvelles. Et puis après on va peut-être aller aux vaches et aux chèvres. Ça fait un petit moment que je voulais pas montrer. Là j'ai laissé les petits qui étaient malades avec les moutons parce que les moutons sont beaucoup plus pacifistes et les autres, les chèvres, elles leur donnent en fait des coups de corne parce ils étaient un peu plus faibles, un peu plus petits et elles en profitent, quoi. Donc je les ai mis avec les moutons, ça se passe très bien, ils sont pas du tout fuyards comparés aux autres. Donc voilà, on a fait ce choix et ça fonctionne pas mal. L'idéal ce serait que tout le troupeau soit réuni, hein, ça serait plus pratique. Mais les autres chèvres, elles ont mauvais caractère, quoi. Et ici aussi, je les ai mis parce qu'il y a il y a 3 châtaigniers différents. Et donc, du coup, ils mangent pas mal les châtaignes. Là, il y en avait plein. Il y en a plus du tout. Donc, ça veut dire qu'ils les ont toutes mangées. Et si je fermais l'enclos, en fait, vraiment en pâturage tournant et qu'ils se retrouvent que sur un paddock où il y a que des châtaignes, j'avais trop peur qu'ils fassent une indigestion. Donc, je me suis dit, je vais ouvrir tout le parc. Comme ça, ils peuvent manger un petit peu de tout. Et bon, il n'y a pas eu de problème, quoi, d'indigestion. Donc, je suppose que ça a été une bonne idée de faire comme ça. Vous allez me dire, mais pourquoi tu gardes tes petits biquets qui sont castrés? Mais ils sont trop mignons, je peux pas maintenant, c'est comme des chiens en fait. Là vraiment, de les avoir sauvés 36 fois alors qu'ils étaient vraiment mal en point, de les avoir nourris au biberon et tout, je peux pas en fait, je suis obligée de les garder. Bon, j'ai aucune obligation de rentabilité, c'est pas mon métier. Je fais ça pour notre consommation perso, pour mon plaisir, pour l'entretien de nos parcs, nos prairies, etc. J'ai pas les mêmes problématiques qu'un éleveur, donc j'ai décidé qu'ils restaient avec nous parce que voilà, je les aime. Franchement, c'est ça, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Je les aime et puis ils m'aiment aussi, ils sont très proches. Dès qu'on vient là dans la prairie, si je m'assois, en fait, il va venir sur mes genoux et il va me faire des câlins. C'est même encore plus câlin qu'un chien. Donc vraiment, je pourrais même pas les confier à quelqu'un d'autre, j'ai pas confiance. Et voilà, vraiment... Il reste avec nous. Ce sera notre petite débroussailleuse. Tant pis, ça consomme un peu plus de foin, un truc comme ça. Mais voilà, tant pis. Hein.
Les abeilles, on n'a pas du tout entretenu devant, donc il faudra qu'on passe, dès qu'il fera un peu plus froid, la débroussailleuse électrique. Comme ça fera moins de vibrations, ça les dérangera moins, juste pour couper un petit peu les grosses touffes. Mais sinon, je suis étonnée en fait, je pensais que ce serait beaucoup plus envahi que ça. Mais en fait, l'herbe, c'est quand même assez maintenu. Donc là, il reste 2 ruches, et les autres, en fait, on a envie de les déplacer au verger plus tard. Histoire que ce soit un peu plus loin de la maison. Et comme il y a la petite maison abandonnée qu'il faut qu'on restaure, l'idéal ça serait que plus tard en fait la miellerie soit là-bas. Comme ça en fait il y a une pièce dédiée à ça. On sort tout quand on a, enfin tout est déjà en place en fait pour quand on en a besoin justement. On n'a pas besoin de tout sortir. Et puis comme c'est une pièce où où on met rien d'autre, il n'y a pas de poussière qui rentre. Et puis voilà. Donc là, il va falloir que je fasse gaffe, que je vérifie et que je bouche. Parce que en fait, je sais pas pourquoi elle rentre par dessous le toit. Ça veut dire que y a une fente ou un truc. Et elle rentre des 2 côtés en fait. Et vous voyez qu'en fait là, ce qui a coulé, c'est la propolis qu'elles essayent de faire pour combler la brèche. Mais ça ne fonctionne pas. Du coup, elles ont 2 entrées. Et voilà, mais là elles se sont bien refait le poil. Il y a une période où il faisait que pleuvoir cet été, où vraiment elles ont pas du tout apprécié ce temps. Mais là ça va, là les 2 ruches qui restent, qui ont survécu, y a pas de souci. Donc là on est au terrain des vaches. Je sais pas si vous vous souvenez un petit peu comment c'était. Ici à l'origine, juste avant que j'achète, c'était 100% fougère cette partie. Et là ça va maintenant, l'herbe elle pousse bien. C'est un petit peu moins humide parce que je pense que l'herbe elle absorbe un petit peu de l'eau, les vaches les mangent, etc. Donc donc là-bas il y a le petit point d'eau aussi qui a permis de rassembler l'eau à un endroit. Il y a encore, c'est quand même une zone humide ici, mais il n'y a pas de problème. Les animaux viennent quand même ici entretenir et ça permet que la zone reste propre. Les joncs que vous voyez ici, les chèvres elles les mangent quand même. Donc il y a une petite période de l'année où on les met. Et comme ça on peut voir que là il y a déjà une coupe sur les joncs. Hop, voilà. Ici, cette zone, on peut voir que comme par hasard, il n'y a pas de fougère. Alors que là, j'ai pas plus coupé que là. Pourquoi ? Parce qu'elles les ont piétinées pour aller dans la cabane. Et en plus, comme elles font toujours caca au même endroit, du coup, ça enrichit le sol. Et la fougère a complètement disparu en fait naturellement. Puisque la fougère, c'est vraiment un signe d'une zone qui a été en gros sous-pâturée et un petit peu abandonnée, entre guillemets, avec moins d'animaux sur le chargement. Donc j'ai espoir qu'à force, en fait, on étende la zone. Là, le problème, c'est que elles peuvent pas faire caca partout en grande quantité. Donc il y a quand même toute cette pente là qui continue d'être remplie de fougères, où il faudrait une intervention vraiment très très régulière. Mais c'est quand même super compliqué de la gérer. Donc je sais pas encore comment on va faire. Est-ce qu'on va rajouter des points stratégiques dans cette zone, c'est-à-dire l'hiver par exemple, mettre la botte de foin au milieu. On a fait ça sur une partie et en fait là où on posait la botte de foin, l'herbe était vraiment nickel et on avait vraiment beaucoup moins de fougères qui poussaient, voire pas du tout en fait, là où c'était vraiment bien piétiné. Je me méfie d'elle parce que elle c'est la faux folle. Donc on voit que là il y a quand même de l'herbe à manger, donc ça les oblige à aller dedans et ça piétine. Et en fait à chaque fois qu'elles vont fumer en faisant caca entre guillemets dans l'herbe, ça empêche un petit peu les fougères de repousser. Là nous avons la Loline et la Lali là-bas qui se les chouillent. Elles s'entretiennent bien quand même. Bon là bien sûr on fait pas de pâturage tournant avec Lali et Loline. Donc elles sont à l'année sur les 4 hectares. C'est vraiment pas, c'est pas le mieux de mettre des animaux au pâturage tout le temps au même endroit. Mais comme elles sont que 2, elles ont assez d'herbe à l'année. Elles en ont même un peu trop. Donc il y a des périodes en fait où on va venir amener les moutons ou les chèvres. Mais par contre les chèvres et les moutons, eux, vont entretenir les autres zones puisque c'est vraiment bien plus facile de les déplacer. Là d'ailleurs on voit que la bordère elle a peur des vaches alors qu'elle a pas du tout peur des moutons et des chèvres. C'est quand même un gros animal, ça se gère vraiment pas pareil que les chèvres et les moutons. Donc honnêtement, je vous conseille pas si vous n'avez pas de la famille dans le milieu parce que c'est compliqué, c'est quand même compliqué à gérer et puis ça coûte plus cher au niveau de la prophylaxie, etc. Enfin voilà, c'est quand même toute une autre histoire. Donc là voilà, là je suis contente parce que là avant c'était du 100% fougère et là on voit que maintenant, sans aucune intervention de l'année à cet endroit, il n'y a plus de fougère. Il y en a un petit peu moins là, mais par contre dans la pente, elles y vont beaucoup moins parce que je pense qu'elles sont pas du tout stables. Donc même pour elles c'est pénible et donc du coup là il faut qu'on trouve une solution.
Bien sûr, couper c'est une solution, mais en fait il faudrait couper sans arrêt pendant 4 ans pour vraiment, pour que ça disparaisse. Et là on a beaucoup trop grand à gérer pour se focus juste sur cette zone. Donc là vraiment on va tenter quand même de faire la gestion par zone d'intérêt, c'est-à-dire on va mettre d'abord la botte de foin ici, histoire qu'une fois qu'il y aura les bottes posées, elles viennent, elles font leurs excréments, etc. Pour qu'en gros il y ait des zones où la fougère disparaît complètement. Une fois qu'elle est complètement disparue, tous les autres animaux en fait ils vont venir, ils vont manger, ils vont faire caca. Les moutons vont y venir, alors que là ils y viennent jamais parce que les vaches elles sont grosses donc elles peuvent écraser tout. Les moutons ils aiment moins en fait ces zones, même s'il y a un petit peu d'herbe au milieu. Donc l'idée en fait c'est que ces zones qui ont été réhabilitées par le fait que les vaches elles ont piétiné et enrichi, qu'on étende à tout ça. Mais forcément c'est super grand, donc là il va falloir, à mon avis, ça marchera que sur des années quoi. Mais ça vaut le coup d'être tenté pour voir ce que ça donne quoi. Et puis si vraiment je vois que l'année prochaine ça marche pas et que les petites zones grandissent vraiment trop peu, et je pense qu'il faudra vraiment s'acharner à passer le Giro tout le temps. Mais c'est en pente, c'est pas facile, c'est dangereux. Nous on n'est pas très doués quand même à ça, donc ça me fait peur. Donc voilà, on verra bien. Donc là on voit que les chèvres elles sont bien dans la partie forestière. Donc là elles sont contentes, hein. Elles se comportent comme des chevreuils. Alors ici dans cette partie il y a encore un petit peu de fougère, mais quand même de moins en moins. Par contre il y a pas mal d'orties, mais là c'est pas grave parce que j'ai des chèvres qui les mangent. Et quand ça va... oui. Et en plus là ça va bientôt geler, normalement demain il gèle, donc ça va commencer à faner un petit peu les têtes. Et du coup ça leur piquera beaucoup moins la bouche. Et elles vont venir les manger. Et puis après par contre on va enlever les chèvres, on va les rentrer en bâtiment au côté verger là, parce que quand même le froid elles aiment beaucoup moins que les moutons. Donc cette année, on a été très occupés par toutes les naissances de l'année parce qu'il y a eu des soucis. On a eu vraiment des soucis aussi professionnels parce qu'on a eu une assistante en arrêt, donc Abdel a repris le temps plein. Ça a été très compliqué la gestion, et en plus on a eu des nouveaux terrains en même temps et on a privilégié le débroussaillage, en fait le dégrossissage des nouveaux terrains pour pouvoir faire les clôtures ensuite là en fin d'hiver, début de printemps, pour que ce soit opérationnel. Et donc c'est vrai que ce terrain-là était un peu laissé à l'abandon, et on voit tout de suite que laissé à l'abandon, les fougères, paf, elles reviennent quoi. Donc là c'est la pente que je vous ai montré tout à l'heure avec les vaches. Elle est complètement envahie de fougères. C'est pas grave en soi, hein, mais moi ça m'énerve en fait. Ça m'énerve, j'aimerais que tout soit parfait, qu'il y ait plein d'herbes, bien de la belle herbe verte partout. Et donc voilà, c'est dommage. Mais bon, il y a quand même de l'amélioration, hein, parce que au tout début quand j'ai acheté, je vous dis là c'était envahi de genêts et de fougères. Là maintenant il n'y a plus du tout de genêts. Les chèvres elles ont tout mangé, les genêts qui restaient. Il y en a qui avaient été coupés au Giro par mon oncle, mais il y en a quand même qui ont été conservés et en fait ils sont morts. Hein. Elles les ont mangés entièrement. Hein. Donc vraiment... il n'y a rien qui résiste aux chèvres, honnêtement, elles ont tout mangé, les ronces, les genêts, il n'y a rien à part la fougère, puisque c'est toxique, donc il n'y a aucun animal qui la mange. Et du coup, franchement, ça pullule, quoi. Dès que vous n'allez pas vous en occuper, bim, quoi. Voilà. Bon, sur ce, je vous dis bye bye. Voilà, c'était un petit tour vite fait pour vous montrer où on en était, là où on a pêché, et là où on a bien avancé, quoi. Mais bon, là cette année je suis contente, l'herbe a bien poussé longtemps, donc ils ont de l'herbe, on va pas avoir besoin de mettre du foin tout de suite quoi, on a le temps.